Je me présente. Moi, je suis Daoud Chami, je suis consultant senior en data science chez LinkValue. Alors, vous allez peut-être voir écrit à certains endroits DataWalk. C'est une marque de LinkValue, c'est la marque data de LinkValue. Puisqu'on a un chat, n'hésitez pas pendant le stream à poser vos questions si vous en avez. N'attendez pas la fin du stream. Vous pourrez aussi en poser à la fin du stream, mais n'hésitez pas à en poser pendant la diffusion. L'objectif de cette présentation, c'est de vous parler de mon métier, le métier de data scientist. C'est un métier dont on entend beaucoup parler, c'est un métier qui prend de plus en plus de place. C'est un métier relativement récent, entre guillemets. Et bonjour à tous. Et dans votre parcours, il y a fort à parier qu'à un moment ou à un autre, vous ayez affaire ou à un data scientist, ou plus généralement à une problématique de data science. Alors, comme je ne sais pas à quel point est-ce que vous êtes tout à fait familier avec le terme de data science ou ce que ça recouvre, la présentation, disons, elle repassera sur ces termes-là. Et d'autres, il y aura quelques moments un peu plus interactifs où justement je vais activement vous demander de répondre et d'utiliser le chat pour ça. Voilà. Si jusqu'ici vous n'avez pas de questions, je vous propose qu'on passe donc au slide. Avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, quelques mots sur LinkValue. Donc, LinkValue, c'est une boîte qui a été créée en 2014. Aujourd'hui, on est 120 partenaires chez LinkValue. Beaucoup sur des missions de conseil, sur de la tech, mais pas seulement. Hein. Il y a aussi beaucoup de fonctions support autour. Le chiffre d'affaires dernier était de 8 millions d'euros. Là, on entame une année, on est déjà à la fin du premier semestre, qui s'annonce très bien. On a 3 bureaux, donc Lille, Paris et Lyon. On a aussi quelques partenaires qui sont dans d'autres villes. Et on consacre une dizaine de jours par an et par personne à de la formation interne. Donc, c'est les partenaires qui font des formations pour d'autres partenaires. Et on a à peu près 75 jours de meet-up. Et les BBL, c'est des tout petits meet-up qu'on fait le midi par an. Donc, on est très axé sur voilà, le partage, la formation entre nous, etc. Au sein de LinkValue, il y a donc cette marque qu'on appelle le DataWalk, dont je fais partie, et c'est le pôle qui regroupe l'expertise data. Alors pas seulement data science, mais aussi data ingé, data analyse, data ops, tout ce qui tourne autour des métiers de la donnée. Donc là, vous pouvez voir quelques-unes de nos clients, quelques-unes de nos références. Alors, il y a de la banque, il y a du média, il y a du retail, il y a vraiment un peu de tout. C'est ça l'avantage avec la data science, c'est que finalement, c'est un petit peu comme l'informatique, au sens large, au numérique. C'est une discipline dans laquelle on peut toucher tous les domaines. Quand vous faites du conseil en data science, vous pouvez être amené à bosser sur des sujets, sur des missions, sur des données très variées. Et c'est aussi ça qui est plaisant dans ce métier-là, hein. C'est que finalement, on ne sait jamais très bien sur quoi on va travailler dans notre prochaine mission. Et c'est aussi pour ça que je fais ce métier-là. On a plusieurs domaines d'expertise. Donc, il y a ce qu'on appelle le data engineering ou la data ingé. C'est le domaine d'expertise qui s'occupe spécifiquement de la donnée, pas nécessairement de ce qu'elle contient ou de ce qu'elle veut dire, mais plutôt de sa logistique. Donc, c'est comment on stocke cette donnée-là, comment on la rend disponible, comment on gère les problèmes de volumétrie. Je pense que vous avez tous quelques chiffres en tête de très grosses volumétries de données. Voilà, ça c'est ce dont s'occupe la data ingénierie. On peut dire en quelque sorte que c'est la logistique de la donnée. Ensuite, il y a une position un peu plus fonctionnelle peut-être, un peu plus orientée métier, c'est ce qu'on appelle la data analyse. Là, l'objectif, c'est à partir de la donnée de sortir de l'information en plus. De l'information en plus pour répondre à une question du métier, pour analyser
pour analyser la donnée qu'on a. Ceux d'entre vous qui sont fans de foot, en quelque sorte, la comparaison va peut-être pas plaire à tout le monde, mais la data analyse, c'est ça en fait, c'est tirer un maximum de chiffres qui ont du sens d'une donnée. Donc pour passer d'une donnée vraiment brute à une donnée très synthétique qui a beaucoup de sens, c'est quelque chose qu'on voit très bien dans le domaine du foot, où pendant les matchs, on a toujours quelques stats un petit peu rigolotes comme ça. Et enfin, le troisième domaine d'expertise qu'on a, c'est la data science. Alors, la data science, ça se distingue de la data analyse dans le sens où, même s'il y a toujours cette idée, à partir de la donnée, de créer une information nouvelle, pensez à toutes les statistiques qui peuvent entourer un match de foot, c'est qu'un exemple, mais il y en a d'autres. Dans la data science, on a un objectif en plus qui est de se dire que cette nouvelle information-là, elle est dans ce qu'on appelle un modèle, je reviendrai sur le terme après, elle est dans ce qu'on appelle un modèle, et elle est utilisée pour prendre de la décision, voilà. Ou pour automatiser quelque chose. C'est là-dessus que la data science se distingue. Donc, comment est-ce qu'un projet de data science se passe? Là, le schéma que je vous montre, il se vérifie dans beaucoup de cas. Il commence déjà par obtenir de la donnée. La donnée, c'est un petit peu le nerf de la guerre en data science, puisque notre métier, c'est, à partir de la donnée, aider un client à prendre des décisions. Bah, vous voyez bien qu'il faut que ça commence avec de la donnée. C'est la première étape. La seconde, c'est le nettoyage de cette donnée. La donnée qu'on manipule, elle est rarement qu'on l'obtient sous une forme qui est tout à fait pure et exploitable. Il faut savoir un petit peu la traiter. Je vais vous donner un exemple. Dans, par exemple, des problématiques de suivi ou de tracking sur Internet, etc., ou de recommandations publicitaires, les données avec lesquelles on est amené à travailler, elles contiennent beaucoup de bruit, beaucoup d'informations, parfois même trop en fait. Une première étape, une fois qu'on a mis la main sur la donnée, c'est de la nettoyer pour garder vraiment que ce qui va nous intéresser. Une fois que ça c'est fait, on a une troisième étape qui se rapproche un petit peu de ce que je vous ai décrit pour la data analyse, c'est de sortir, à partir de cette donnée un peu brute, des chiffres, des statistiques, des métriques intéressantes pour mieux comprendre la donnée qu'on a en face de nous. Si je prends un exemple un peu simple, la recommandation d'un article sur Amazon, la recommandation d'un item pour un utilisateur, eh ben, on peut tout à fait imaginer que les personnes qui sont derrière l'outil de recommandation d'Amazon, ils n'ont pas tout de suite commencé par ça. Il y a eu un long travail chez eux d'analyser les chiffres qu'on a. Donc de dire, ah bah tiens, en moyenne, une personne, elle va commenter tant d'items Amazon par an. En moyenne, une personne, voilà la distribution des notes qu'elle donne sur tous les articles. Ça, c'est une étape importante parce qu'elle permet de comprendre la donnée qu'on est en train d'étudier, et surtout, elle va servir dans la quatrième étape qui est la modélisation. La modélisation, c'est un petit peu le cœur du métier de data scientist, c'est de se dire, la donnée que j'observe, le fait que telle personne ait fait tel achat, le fait que telle personne ait mis telle note, elle n'est pas là par hasard. Ça, je pense que vous pouvez vous en convaincre assez facilement. Les gens, ils n'achètent pas, ils ne mettent pas des notes au hasard. Enfin, je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, non. Et faire de la data science, c'est toujours faire l'hypothèse que la donnée qu'on a, elle est là pour une bonne raison, et que derrière cette donnée qu'on observe, en réalité, il y a des patterns. Donc que, en moyenne, les gens qui ont acheté tel type d'article, en moyenne, sont très susceptibles d'acheter tel autre article. En moyenne, les gens qui ont tel type de comportement, qui aiment tel type d'article, ont beaucoup de chances de cliquer sur telle suggestion. Ça, c'est la base de la data science, c'est de faire ces hypothèses-là. Modéliser, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de dire, je crois que ce que j'observe, ça répond à des règles statistiques, et j'élabore ce qu'on appelle un modèle, je reviendrai plus en détail sur le terme après, qui me permet d'expliquer ça. Et dans le cas que je vous donne, une façon un petit peu simple de le concevoir serait de se dire, est-ce que à partir des articles déjà achetés par une personne, je peux trouver la probabilité que dans le mois qui vient, il fasse tel achat ou qu'il clique sur tel article. Et ça, c'est l'hypothèse un peu à la base de notre métier. La dernière étape, enfin, une fois qu'on a réussi à modéliser de façon satisfaisante ce qu'on observe, c'est d'interpréter, donc d'utiliser le modèle qu'on a élaboré dans la vraie vie pour voir si en effet, à partir du comportement d'un usager sur Amazon, je dis Amazon, mais bien entendu, ça marche
pour d'autres services, est-ce qu'on est capable de faire de la prédiction en live, de pousser le bon article, de pousser la bonne recommandation? Donc là, ce que je vous présente, c'est un petit peu le workflow classique d'une mission de data science. Alors bien sûr, ça peut être amené à évoluer. Parfois, vous arrivez dans une mission, ça m'arrive souvent, et les premières étapes ont déjà été faites par un data ingé, par un data analyst, par une autre équipe data science. Parfois, on ne va pas jusqu'au bout du process, donc on s'arrête à la modélisation, donc expliquer la donnée, mais sans exploiter ça de façon industrielle. C'est le cas quand le client, par exemple, souhaite juste savoir si la modélisation peut marcher, mais qui n'a pas encore envie de passer sur l'industrialisation. Donc ces étapes-là, les 5, elles ne sont pas obligatoires, elles ne sont pas systématiques, mais en tout cas, dans un projet un petit peu idéal où on commencerait par la donnée, où on terminerait par de la prédiction de l'IA en live industrialisée, ben, ouais, c'est les 5 grandes étapes qu'on voit. Et en fait, je vous ai représenté ça de façon linéaire, mais la représentation la plus fidèle, c'est peut-être celle-ci. C'est une représentation cyclique. Alors, avant de rentrer un peu plus sur ce schéma, je vais vous parler d'une mission que j'ai faite pour illustrer. C'est une mission que j'ai faite pour un client à nous, qui est un opérateur de paris, où le but, c'était de prédire dans des courses sportives les probabilités d'arriver à chaque rang pour chacun des coureurs. Alors, pour le dire très simplement, ce qu'il fallait, c'était, avant le début d'une course sportive, dire, eh ben, je pense que tel coureur va arriver à tel rang avec telle probabilité, tel coureur va arriver à tel rang avec telle probabilité. Ça peut paraître très vaste et très ambitieux, mais le client nous avait fourni beaucoup de données. Là, le schéma que vous voyez, c'est un petit peu le mode opératoire d'un data scientist quand il est en face d'une donnée comme ça et d'une problématique. C'est d'abord de définir un objectif. Alors, ça peut paraître trivial, mais c'est pas toujours si évident que ça. C'est pas évident parce que le client, il peut être parfois à un moment plus ou moins mature de sa réflexion. Il ne sait pas forcément bien identifier où est le besoin. Est-ce que c'est vraiment de prédire des probabilités pour les coureurs ou est-ce que c'est pas autre chose? Donc c'est une étape importante. L'étape suivante, c'est la collecte de données. Dans notre cas, le client, lui, il avait accès à une grande base de données avec plein d'événements sportifs. Pour chaque événement sportif, plein de données à utiliser pour essayer d'expliquer pourquoi c'est tel coureur qui a gagné et pourquoi c'est pas tel autre. Et l'autre étape, enfin, c'est de modéliser. Modéliser, ça veut dire, moi, je crois que les performances d'un coureur, le fait qu'il arrive à tel rang plutôt qu'à tel autre, je peux l'expliquer avec telle variable. Je dis n'importe quoi, mais la configuration de la piste, la météo, la présence ou l'absence de tel ou tel concurrent. C'est ça, modéliser. Ensuite, une fois qu'on a établi ce modèle et une fois que le modèle a été entraîné, ça c'est un mot qui va beaucoup revenir, le mot entraîné, ça veut dire quand on a un modèle et de la donnée, trouver la configuration du modèle qui explique le mieux nos observations, on regarde si ça marche. Une bonne façon de faire ça, c'est sur des données qu'on n'a jamais vues, qui n'ont jamais été utilisées pour entraîner notre modèle, de s'essayer à faire des prédictions et de voir si elles sont cohérentes avec la réalité. Et ces résultats-là qu'on a, ils sont pas toujours, ils sont jamais parfaits. Ils sont jamais parfaits. Ces résultats-là, ils nous servent à recommencer tout le processus. De se dire, finalement, est-ce que ça remet pas un petit peu en question nos objectifs? Où le client va dire, finalement, j'ai pas envie de prédire le rang d'arrivée pour chaque coureur. J'ai simplement envie de prédire le gagnant. Voilà. Je me fiche de savoir qui sera deuxième ou troisième. Je veux juste un nom de gagnant parce que sur la donnée, l'exercice est plus facile, parce que moi, du point de vue de mon métier, c'est la seule information dont j'ai besoin. Et on refait toute la boucle comme ça. On va collecter d'autres types de données, on va réentraîner un modèle, on va réavoir des résultats, etc. Donc ça forme un cycle. Alors, le petit item que j'ai sauté, c'est déployer le modèle. Ça arrive à un moment où on a déjà un modèle qui prédit convenablement, qui explique bien, et on veut s'en servir de façon industrielle. Voilà. En live. Je vois qu'il n'y a pas de questions sur le chat. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question sur ce que je dis ou les exemples que je donne. Donc voilà, là ce que vous avez vu, c'est le cycle un peu classique d'un travail de consultant en data science. Pas que de consultants d'ailleurs, les gens qui sont internes dans des équipes de data science travaillent de la même façon. Donc,
En termes de rôle et en termes de compétences, la data science, c'est à l'intersection de 3 domaines, de 3 disciplines, de 3 connaissances. Bien sûr, l'informatique. Là, c'est ce que sur le diagramme, c'est ce qu'il y a en vert, quoi. Puisque aujourd'hui, 100% de notre travail se fait sur des outils informatiques. Il faut quand même un petit peu les maîtriser pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire avec la donnée. Les mathématiques, puisque dans le travail de modélisation que font les data scientists derrière ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, en réalité, c'est beaucoup de mathématiques et plus spécifiquement beaucoup de probabilités et de statistiques. Et finalement, ce qu'on appelle ici domaine expertise. En réalité, ça veut dire la connaissance métier du problème qu'on a. J'entends dire parfois que la data science, c'est surtout des maths, etc. C'est pas tout à fait vrai. Hein. Même si c'est important d'être bon en maths, ce qui est aussi très important, c'est de rapidement comprendre un besoin d'un client, de rapidement comprendre les enjeux de ce domaine-là, parce que, dépendamment des enjeux, on ne va pas forcément travailler pareil. Donc ça, c'est une dimension importante dans la data science, et plus particulièrement dans le conseil, où on est amené assez fréquemment à changer de problématique lorsqu'on change de client. Ce diagramme-là, on peut le voir un petit peu d'une autre façon, et on peut en tirer une définition. La data science, c'est automatiser la résolution d'un besoin métier avec l'aide des statistiques et des probabilités. Et quand on voit les choses comme ça, vous voyez, ça colle assez bien aux exemples que je vous ai donnés, la recommandation d'un article sur Amazon ou sur n'importe quel site de vente, ou prédire le meilleur coureur à une course sportive. Dans tous les cas, on a un besoin métier, de prédiction le plus souvent, on veut l'automatiser, on veut automatiser l'aide à la décision, et la base de ça, c'est les probas et les stats. En quelque sorte, vous pouvez vous dire que, très formellement, la data science, c'est quand on a de la donnée, créer une donnée en plus à partir de ça. J'ai la donnée de tous les articles aimés, pas achetés par mes usagers. Je crée une nouvelle donnée. Par exemple, quel est l'article qu'ils ont le plus de chances d'acheter le mois suivant ou sur leur prochain achat. Voilà. La data science, c'est ajouter de la donnée à partir de la donnée. Alors, un petit mot maintenant de définition. Je vais revenir un petit peu sur ces mots-là. Donc là, n'hésitez surtout pas à donner votre avis. Est-ce que déjà, dans le chat, certains ont déjà entendu parler de data engineering ou de data ingé? Là, il va y avoir un petit silence, un petit blanc, parce que le chat est un peu en retard sur le live. Donc voilà, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce métier-là? Si oui, comment et qu'est-ce que vous en savez? Ouais, je vous laisse un petit peu de temps pour... Alors, est-ce que vous n'en avez jamais entendu parler, ou peut-être que le délai entre le chat et le live est très lent? Mais là, je ne vois pas encore de réponse. Bon, on va mettre ça sur le compte du live. La data ingé, bon, c'était facile, je vous l'avais déjà dit. C'est... alors, Nathan LS me dit, oui, une entreprise où je travaillais avait mis en place différents ingénieurs data pour prédire les clients fuyants. Ah, bah, c'est intéressant, c'est très intéressant ce que tu dis. Cette problématique de clients fuyants, on appelle ça du churn, entendu parler vaguement, d'accord? On appelle ça du churn, et c'est intéressant que tu présentes ça comme ça, Nathan, parce qu'en réalité, alors les ingénieurs data, je ne sais pas si dit comme ça veut exactement dire data engineering, mais leur responsabilité, ça va pas être de prédire, ça va être de mettre à disposition la donnée pour que la prédiction se fasse. Cela étant dit, la problématique dont tu parles, donc les clients fuyants, le churn, on appelle ça, c'est une problématique fréquente en data science, et en plus, elle s'aborde sous diverses formes. Donc voilà, la data ingé, comme je vous l'ai dit, c'est faut penser logistique dans ces cas-là, c'est mettre à disposition de la donnée.
vous pouvez déjà commencer à vous préparer sur Data Science. Donc, pareil, hein, sur le chat. Donc, ce que je vous demande, c'est pas une définition, hein, c'est plutôt de savoir est-ce que vous en avez entendu parler, dans quel contexte, comment, etc. Voilà. Donc, comme vous l'avez fait pour la data ingé, la data science, c'est peut-être l'un des métiers aujourd'hui sur lequel il y a le plus de, je pense qu'on peut appeler ça de fantasme un peu, hein, sur ce que le data scientist est censé faire ou ne pas faire, et même au sein des data scientists, d'ailleurs, les plus juniors ont une vision un peu différente du métier des plus anciens. On entend dire beaucoup de choses sur ce métier-là. Voilà, je suis aussi là pour ça, hein, pour un petit peu confronter peut-être les idées que vous pouvez avoir sur ce métier-là. Beaucoup sont vraies, hein, dans le public, mais pas toutes. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez, dans le chat, partager comment vous avez entendu parler de la data science, ce que vous croyez en savoir. Je vous invite à le faire dans le chat. Voilà, donc, pareil, hein, je l'avais dit tout à l'heure, la data science, c'est modéliser des observations. Se dire que ce qu'on observe, on ne l'a pas observé pour rien. Il y a des règles derrière, ou il y a des tendances plutôt, qui motivent ces observations-là, qui produisent ces observations-là. Et le but du data scientist, c'est de les détecter pour créer une nouvelle information. Donc Nathan nous dit, dans un livre au sujet du football, hein, comme quoi, qui abordait ce sport par la data mise au service du staff des clubs. Je crois que je vois de quel livre il s'agit, et c'est un très bon livre, c'est une excellente lecture si vous aimez le foot et la data science, ou si vous aimez les deux. C'est une excellente lecture. Hein, et juste pour dire un petit mot sur ce livre, il décortique pas mal de phénomènes du foot pendant les matchs sous le prisme de la data science. C'est très intéressant, et la data science, comme ça peut s'appliquer un peu partout, on pourrait imaginer des livres comme ça pour tout un tas de domaines. Donc là, c'est un mot que j'ai beaucoup utilisé, c'est le mot modèle. Donc je ne sais pas à quel point est-ce que vous êtes à l'aise avec les maths, etc. Mais un modèle, c'est une relation entre des variables. Donc c'est mettre en relation une chose étant donné d'autres choses. On peut penser à un modèle en data science très simple. Nathan, je crois en parler dans le chat, je ne sais plus qui en a parlé. Oui, Nathan. C'est sur une problématique dite de churn. Alors le churn, c'est quitter un service ou quitter un prestataire pour un autre. Pensez par exemple à votre opérateur de téléphonie préféré. Hein. Je pense qu'on doit tous en avoir un différent, presque. Enfin, peut-être pas. Chez eux, c'est une grande problématique de se dire quelle est la probabilité, là, maintenant, ce mois-ci, que un client en particulier se désabonne. Voilà. Et je pense que pour ceux qui ont déjà essayé de se désabonner d'un service de téléphonie, vous savez à quel point ça peut être dur parfois, voire impossible. C'est parce que toute une partie de leur façon de faire, c'est aussi ça, c'est d'essayer d'identifier avec des statistiques, des probas, avec la donnée, les clients qui ont le plus de chances de quitter leur service, de quitter leur clientèle. Et pour faire ça, vous seriez étonné de savoir que ça peut se faire avec très peu de statistiques. J'avais vu un article qui parlait de ça. Il disait que tout simplement en ayant le nombre de minutes passées au téléphone, le type d'abonnement, le nombre de gigas consommés par mois, 2-3 statistiques comme ça, l'ancienneté du client, son âge, etc., et son lieu de résidence, enfin, des données un petit peu périphériques comme ça, on pouvait avoir une idée assez bonne de la probabilité qu'aurait ce client à quitter le service de téléphonie pour un autre. Voilà. Et un modèle, tout simplement, ça peut être une fonction, au sens un peu mathématique, quoi, qui vous donne cette probabilité-là à partir de toutes les données que je vous ai dites. Cette fonction-là, elle n'existe pas comme ça dans le vide, hein. Il faut qu'elle soit créée par le data scientist. Il y a des outils qui nous aident pour ça. Et cette fonction-là, elle doit être, on appelle ça, paramétrée, optimisée. Le terme d'apprentissage, c'est ce qu'elle recouvre.
c'est de se dire, bon, bah, moi, je fais l'hypothèse que la probabilité qu'un client a de quitter mon service ce mois-ci, ça dépend de toutes ces variables-là, et quel est le meilleur réglage, quelle est la meilleure configuration de mon modèle, qui, à partir de ces données-là que je me donne comme entrée, me prédit le mieux la réalité, bah, donc un tel euh, a quitté mes clients alors qu'un tel ne l'a pas fait. Donc ça, c'est un concept un peu central, et en fait, si on veut parler un petit peu rapidement, on peut dire que le data scientist, bah, très souvent, son métier, c'est de produire des modèles, de livrer des modèles. C'est pas toujours le cas, mais disons que c'est ce qui est au cœur de notre métier. Alors, pareil, un autre terme que vous avez peut-être déjà entendu, c'est le machine learning. Ça se traduit assez mal en français. En français, on le traduit par un terme qui a un peu rien à voir, qui s'appelle apprentissage statistique. Donc le terme machine sort, et à la place, on met le terme statistique. Le machine learning, c'est ce procédé-là de créer un modèle, de lui montrer la donnée. Donc, tel client avec telle statistique est resté, tel client avec telle statistique est parti, etc. Et de dire au modèle, bah voilà, essaye d'apprendre un lien entre les données que je t'autorise à voir, celles que je vous ai citées tout à l'heure pour la téléphonie, et le fait que mon client soit parti ou pas. Le procédé dont je vous parle, bah, il marche pour tous les exercices, hein, que ce soit prédire du churn, donc le fait qu'un client parte, ou prédire la probabilité que mon usager il clique sur tel article que je lui suggère. Ça s'applique partout. L'exercice étant toujours le même. J'ai des données en entrée que j'observe, j'ai une donnée que je veux prédire. Bah, le machine learning, c'est de dire j'apprends, enfin, je construis un modèle capable d'apprentissage qui va lier les premières données aux secondes. Donc, ce que je m'autorise à regarder pour prédire ce que je veux prédire, tout simplement. Dans le machine learning, ou dans la data science, il y a plusieurs un petit peu subdivisions. Il y a plusieurs types de données différentes. Je pense que ça, vous le présentez un petit peu, mais il y a de la data science ou du machine learning ou de l'IA sur de l'image. Il y en a sur de la donnée type tabulaire, les données de vos clients. Sur le son, on peut tout imaginer. Et il y en a aussi sur le langage. Ça, c'est par exemple les intelligences artificielles qui, sur les réseaux sociaux, vont analyser un petit peu des mots-clés, des choses comme ça pour détecter des tendances. C'est assez utilisé par certaines marques pour prédire un petit peu les tendances du marché sur les réseaux. Cette sous-discipline-là, on l'appelle le NLP, pour Natural Language Processing, donc traitement du langage naturel. C'est de la data science, sauf que le matériau avec lequel vous travaillez, c'est pas de l'image, c'est pas les statistiques de vos footballeurs préférés, c'est du texte. Encore un autre terme comme ça, qui revient encore plus souvent, c'est le deep learning. Ça se traduirait par apprentissage profond. Là, je vous ai parlé de cas comme prédire l'arrivée d'un coureur à une course, recommander un article sur un site de e-commerce. Je vous ai aussi parlé de churn. Mais je pense que vous, quand vous pensez IA, quand vous pensez machine learning, ces choses-là, deep learning, vous pensez à des trucs comme deepfake, vous pensez à des choses comme Terminator, donc des choses un peu plus sophistiquées. On appelle ça le deep learning. Le deep learning, c'est cette discipline de la data science où on travaille sur de la donnée brute. Donc le plus souvent audio et vidéo. Si vous prenez le cas des voitures autonomes, dans une certaine mesure, il faut derrière du deep learning. Il y a une vidéo YouTube d'ailleurs de quelqu'un qui s'est, je crois qu'il s'est filmé en train de conduire pendant plusieurs heures, et il a donné à la machine ce flux vidéo-là avec en même temps les commandes qu'il actionnait dans son véhicule pour, à partir de l'image, apprendre à un véhicule à conduire. J'ai pas regardé la vidéo jusqu'au bout, donc je sais pas comment ça se termine. Sans doute pas forcément très bien, parce qu'il avait pas il avait pas tant de vidéos que ça, et les machines elles font parfois des petites erreurs. Mais voilà, le deep learning c'est ça, c'est apprendre, mais sur de la donnée brute, pas sur les données de vos clients dans votre outil de gestion client, votre CRM, mais sur de l'audio, de la vidéo pour faire des choses. C'est souvent les applications les plus impressionnantes. Voilà. Donc, on quitte un petit peu les définitions pour maintenant vous montrer quelques exemples très concrets d'applications de la data science. La donnée que je vous montre, la problématique que je vous présente, c'est des problématiques réelles. Bon, alors, la donnée ne l'est pas, mais
pour d'évidentes raisons d'anonymisation et de confidentialité, mais par contre, la problématique, elle, est complètement réelle. Imaginez-vous comme fournisseur d'accès Internet, ou fournisseur de téléphonie, imaginez que vous avez des clients, donc 12 ou 13 clients là sur l'image que je vous donne, et l'année passée, une partie de vos clients sont partis et une partie sont restés. Et vous vous posez la question de savoir, est-ce que je ne peux pas expliquer pourquoi ceux qui sont partis, indépendamment du fait que j'ai des prix complètement fous et que parfois Internet coupe. Et est-ce que surtout, je suis en mesure, un peu en avance, de prédire le départ de mes clients pour prendre une action derrière, etc. Vous allez vous retrouver avec une donnée qui a cette tête-là. Les colonnes, c'est des exemples, vous pouvez avoir beaucoup plus d'informations, mais pour schématiser, c'est à peu près ça. Chaque ligne que vous voyez, c'est un usager. Pour chaque usager, vous avez le nombre de minutes qui passent au téléphone, le nombre de textos qu'il envoie, le nombre d'achats qu'il fait. Alors, c'est pas achat en ligne ou quoi, c'est achat d'options en plus sur son forfait, je crois. Quelle quantité de data en mégaoctets il consomme. La donnée est un peu ancienne, donc c'est pour ça que c'est des mégaoctets que vous voyez. Et l'âge du client. Face à ça, quelqu'un peut se dire, et il aurait raison, le fait de partir ou de rester, ça doit rien au hasard, c'est lié à ma donnée. Et dans ce contexte-là, le data scientist, il se dit, ma cible, ce que je veux prédire, donc est-ce qu'un client est parti ou pas, c'est quelque chose. Voilà. Ma cible, est-ce qu'elle a quelque chose à voir avec mes autres données? Ici, je pense que les données sont un peu aléatoires, et puis de toute façon, il n'y en a pas assez pour que vous puissiez voir un pattern, mais typiquement, en data science, on peut voir des patterns. Se dire que ceux qui partent, c'est ou les clients d'un certain âge, ou les clients plutôt jeunes qui ne font pas d'achat avec leur téléphone. Voilà. Le but du data scientist, c'est de donner du sens à ça, en entraînant un modèle. Et ce modèle-là, dans le futur, je vais m'en servir en live pour prédire qui pourrait quitter ma boîte, quel client pourrait churner vers quelqu'un d'autre, en appliquant mon modèle pour les détecter un petit peu en avance. Donc ça, c'est une illustration assez typique de ce qu'on peut faire en data science. Et si parfois, avec votre FAI, votre fournisseur d'accès Internet ou de téléphonie, il se passe des trucs un peu bizarres, comme d'un seul coup une offre, ou au contraire, le fait que quand vous les appelez, quand vous avez un souci, ils prennent un peu moins de temps que d'ordinaire ils ont un peu moins de temps que d'ordinaire à vous consacrer. Derrière, il y a peut-être un algo comme ça qui dit ce client-là, on est sûr qu'il ne va pas partir. Il n'y a pas de risque, pas besoin d'en faire plus. Au contraire, tel client, lui, il risque de churner. Il est là depuis assez longtemps, on veut lui faire une offre. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez central et ça peut expliquer pourquoi est-ce que vos relations avec votre FAI ou votre opérateur de téléphonie, elles peuvent changer. Autre exemple, prédire ce qu'on appelle la Customer Lifetime Value. Donc, c'est combien au total un client va dépenser sur mon site web de e-commerce, par exemple, ou dans ma boutique, ou n'importe où. Combien un client, entre son premier et son dernier achat, me rapportera au total? Ça, c'est une question fondamentale, parce que, vous vous doutez bien, si on vous dit qu'un client, lui, il ne va pas débourser plus de 10 € sur votre site de e-commerce, et à contrario, si j'arrive à détecter un client qui statistiquement a beaucoup de chances de dépenser des milliers d'euros, vous n'allez peut-être pas les gérer de la même façon. Donc là, le rôle du data scientist, c'est toujours le même. J'ai des clients. Pour chacun de ces clients, j'ai de la donnée. À telle date, il a fait ci, à telle date, il a fait ça. Mon client, il a tel âge. Son panier moyen, il est de tant d'euros. Il est dans tel pays, etc. Je vais essayer de lier ces données-là, donc les données propres à mes clients et leurs données d'achat. À partir de là, je vais me dire, est-ce que j'arrive à lier ces données à combien ils ont fini par dépenser au total? Alors bien sûr, cet exercice-là, vous pouvez le faire que si déjà vous avez de la donnée observée, donc que si déjà vous avez des clients qui ont fait assez d'achats pour pouvoir faire cette prédiction-là. Bien sûr, ça, c'est pas quelque chose qui se fait le jour où vous allez ouvrir votre site de e-commerce. Mais là aussi, l'intervention de la data science, elle est très précieuse pour aider à repérer ces clients-là, justement. Vous pouvez penser à plein d'autres applications. Donc voilà, encore un autre exemple. Je vais vous en donner quelques-uns comme ça, histoire que vous vous familiarisiez avec ce métier-là.
les systèmes de recommandation. Donc, je pense que ça, c'est l'aspect de la data auquel on est peut-être le plus confronté, vous et moi. L'idée, c'est de se dire quel article sur mon site de e-commerce, par exemple, a le plus de chances d'être acheté par quelqu'un si je lui suggère. C'est une façon de le formuler. Il y en a plein, mais ça, c'en est une. Et en fait, une autre façon d'exprimer ce problème, c'est de se dire, est-ce que je suis capable, sans même qu'un usager ne donne une note à un item, de savoir s'il aurait aimé cet item ou pas. Donc, je pense que vous commencez à être un petit peu familier avec la routine. C'est toujours pareil, hein. On regarde ce qu'un usager a historiquement fait, et on essaye de voir si ça peut pas être lié à des comportements futurs. Et si on arrive à faire cet exercice-là, de dire, ah bah vous voyez, mes clients, moi, juste en regardant leur comportement sur l'année 2019, je prédis plutôt bien leur comportement sur 2020, bah, vous pouvez vous dire que bah, finalement, avec 2020, bah, je peux peut-être extrapoler sur 2021 et les années suivantes ce que mes clients vont faire. Et ça, c'est un bon exemple, je trouve, parce que si vous allez sur un site d'achat en ligne, vous allez être très très confronté à ça. Enfin, de façon très immédiate. Hein. Vous allez cliquer quelque part, et tout de suite, derrière, il y a un modèle de machine learning qui va s'actualiser et dire « Ah, bah, je vais plutôt pousser cet article que celui-là. » Voilà, j'étais obligé d'inclure des chats sur la présentation, on m'a dit que ça marchait bien sur Internet. Un autre exemple, c'est la computer vision, donc l'intelligence artificielle appliquée à de l'image ou à de la vidéo. Et là aussi, vous avez plusieurs domaines. Donc, classifier une image, dire bon, bah, c'est plutôt un chat ou plutôt un chien. Classifier et localiser sur une image. Ça, c'est quelque chose qui peut aussi être utilisé dans de l'IoT, par exemple. J'y reviendrai. Détecter des objets, faire de la segmentation. Il y a plusieurs domaines comme ça. Sur des chaînes de montage, ou sur des chaînes industrielles, mais pas forcément, même dans l'agroalimentaire, ça peut être très utilisé pour, sur un tapis, détecter quels fruits n'ont pas le bon calibre, quels fruits ne sont pas les bons. Si vous avez une plantation de tomates et que, bah, je sais pas, moi, vous avez ramassé des concombres par accident, ça permet de les écarter. Voilà, donc ça, c'est des technologies qui sont surtout utilisées, pas exclusivement, mais surtout dans l'industrie, et qui sont embarquées sur des petits systèmes d'IoT ou des choses comme ça. C'est pas la seule application, hein, bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est celle qui m'est venue. Encore un autre exemple, il y en a quelques-uns, hein, comme ça, d'exemples, c'est pour faire un petit tour d'horizon. L'analyse de sentiments. Alors, l'analyse de sentiments, moi, c'est quelque chose qui me parle, puisque je suis plutôt spécialisé dans le NLP. L'analyse de sentiments, c'est très utile, notamment pour que les marques analysent leur présence en ligne sur les réseaux sociaux. C'est bien qu'on parle beaucoup de sa marque, hein, c'est toujours bien. Par contre, bah, c'est pas bien si on en parle pour dire qu'on n'a pas aimé un produit ou qu'on n'a pas aimé quelque chose. Donc ça, c'est une problématique, encore une fois, très importante des marques, de se dire comment est-ce que je suis perçu sur Internet. Et une façon de l'automatiser, c'est d'avoir un modèle de machine learning qui, étant donné un tweet, ou un message, hein, je dis tweet, mais est capable de nous dire s'il est plutôt positif ou plutôt négatif. Alors pour faire ça, là je vous ai donné deux commentaires sur des hôtels. Donc le premier hôtel apparemment a donné entière satisfaction au client. Par contre, le second, ça allait pas du tout. Histoire de moquette sale et de bruit. Et bah moi, demain, si je suis hôtelier et si je récupère tous les tweets que mes clients font sur mes hôtels, j'ai envie de savoir automatiquement et très rapidement sur un grand volume si les gens aiment ou n'aiment pas mon hôtel. Et une façon de faire ça, bah, c'est d'essayer de se dire, je pense que vous le voyez venir, la note qu'on donne, eh ben, elle a peut-être à voir avec le fait qu'il y ait certains mots qui soient utilisés plutôt que d'autres. Et une façon très simple de faire ça, c'est de faire un petit modèle qui essaye de prédire la note en fonction de l'absence ou de la présence de certains mots. Voilà. Et des mots bien précis. Hein. Là, je pense que même si je masque le commentaire, juste avec ces mots-là, vous seriez capable de voir le commentaire qui a plu et le commentaire qui n'a pas plu. Donc voilà, ça c'est assez utilisé sur les réseaux sociaux pour automatiquement se faire une idée
de l'image qu'une marque peut avoir, mais vous pouvez penser à un usage très simple. Vous, le NLP, l'analyse de texte, vous y êtes surtout confronté. Excusez-moi. Oh, je crois que j'ai fait une. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Un petit instant. Donc, le NLP, vous y êtes surtout confronté avec votre boîte mail, en réalité. Tous les jours, vous recevez, ou en tout cas sont envoyés à votre adresse, une grande quantité de mails. Et ces mails-là, beaucoup sont filtrés par Gmail ou par je ne sais pas chez qui vous êtes. Et donc ça, c'est vraiment du NLP, hein, de dire, ah bah tiens, ce mail-là, il a l'air d'un spam, ça vient là. Alors, ouais, j'ai un petit souci d'écran. Partage d'écran, je vous demande un petit instant. Alors. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Je disais donc, le NLP, c'est aussi beaucoup comme ça qu'il est utilisé pour enlever les contenus pas souhaitables. Vous pouvez penser donc au spam, mais aussi à tous les commentaires en dessous d'une vidéo, en dessous d'un post, etc., qui pourraient être filtrés. Ça va être les deux grands usages. Vous pouvez regarder hein, sur votre boîte mail, vous avez une rubrique spam, je crois. Je pense que c'est là où vous recevez le plus de mails. Enfin, peut-être pas, mais vous en recevez énormément. Et derrière ça, ce qui fait que le mail, on l'inclut ou on l'inclut pas, c'est entre autres du NLP. C'est quelque chose qui se base sur des mots-clés. Voilà. Alors, use case suivant, la détection de fraude. La détection de fraude, ça va être un enjeu assez important de la data science parce que la fraude, c'est un budget hein, pour certaines entreprises. Et surtout, ce qui est particulier avec la fraude, c'est que ça reste un événement très rare. Or, jusqu'ici, ce que je vous ai présenté, c'est pas des choses très rares. Donner un mauvais commentaire, identifier un chat sur une photo, bon, on n'est pas en train de chercher une aiguille dans une botte de foin. La fraude, si. Si un jour, comme on a eu l'occasion de le faire chez Link Value, vous travaillez dans la détection de fraude, votre client, s'il vous donne justement les données de ses clients, il y en a une infime partie, et vraiment une toute petite partie, qui fait de la fraude. Et donc, là, il y a un défi supplémentaire pour le data scientist, il y a un défi supplémentaire dans l'apprentissage, c'est d'apprendre à repérer quelque chose de très très rare. Et ça pose des défis un petit peu à part. Alors, comment la détection de fraude, ça marche, que ce soit dans le cadre de l'assurance ou même dans le cadre de la banque, hein, quand vous effectuez un paiement ou un retrait, certaines banques ou certains services ou un paiement en ligne sont capables de dire « Ah bah tiens, ça a l'air tout à fait normal en termes de montant, en termes d'horaire, etc. Ça, par contre, ça n'a pas l'air normal. Faites l'expérience. Hein. Il y a fort à parier que certaines banques, si vous retirez certains montants à certaines heures, à certains endroits, vous allez avoir au moins une notification qui vous dit est-ce que c'est bien vous qui avez retiré ce montant, si c'est pas quelque chose de repéré comme habituel. Et donc, la détection fraude, dans le cadre de l'assurance, hein, par exemple, c'est de se dire, en analysant les éléments d'un devis ou d'un document après un sinistre ou un accident, est-ce que je peux pas arriver à dire, ah bah tiens, statistiquement, je pense que c'est une fraude, parce que ça a plutôt lieu sur tel type de bien, ça a plutôt lieu de telle façon, etc. Donc ça aussi, c'est un domaine d'application de la data science. Encore un autre exemple, je crois que c'est le dernier, je suis pas sûr, c'est l'extraction de données. On a beau être en 2021, il y a encore énormément de contenu en ligne ou en physique qui se fait un peu chacun le fait à sa sauce, quoi. Là, donc, ce que vous avez sous les yeux, c'est une facture pour la préparation et la livraison d'un baba au rhum, apparemment, pour un prix mirobolant. Et certaines boîtes, parfois, elles se disent, moi, toute ma donnée de facturation, par exemple, qui aujourd'hui est sous forme de scan, j'aimerais bien l'avoir dans une base de données. J'aimerais bien l'avoir de façon structurée. Et ça c'est un gros sujet, c'est un très gros sujet. Et surtout, il y a un défi majeur, c'est que
une machine, c'est pas quelque chose de forcément toujours très intelligent, en tout cas c'est pas aussi intelligent que nous pour ça. Et une machine, ça a beaucoup de mal sur un document dont le format peut changer à repérer très rapidement, je sais pas moi, une date, un numéro de facture et un prix. Ça, c'est quelque chose qu'une machine n'est pas très fort à faire, et vous y arrivez, enfin je l'espère, très rapidement, très simplement, mais une machine, pas du tout. Et faites l'exercice pour vous en convaincre, essayez formellement, donc un peu mathématiquement avec des définitions bien rigoureuses, de définir qu'est-ce que c'est une date sur un document, enfin la date de facture en tout cas, parce qu'il y a plusieurs dates. Qu'est-ce que c'est le montant total et comment est-ce que formellement on les identifie? Vous allez voir, c'est pas si facile. Et si vous y arrivez, envoyez-moi un mail. Donc ça, c'est une grosse problématique. Il y a une grande variété de documents, une grande variété de formats. Et quand dans un document, là je vous ai les surlignés en bleu, je vous ai surligné les trucs importants, on a envie de repérer les infos importantes, vous voyez qu'il y a très peu d'infos importantes pour beaucoup d'infos pas importantes. Et c'est pas comme si avec un seul format, bien sûr, des formats, il y en a plein. Et ça, c'est un champ d'application à part entière, un petit peu de la data science. On appelle ça l'OCR ou l'extraction de données, OCR pour Optical Character Recognition, donc reconnaissance optique de caractère. En réalité, ça décrit pas tout à fait la problématique. Donc là, tout ce que je vous montre, c'est toujours plusieurs fois à peu près la même information, une facture. Et vous voyez qu'il y a énormément de formats différents. Et donc ça, c'est un calvaire pour une machine. Et ça, c'est aujourd'hui l'absence de façon un peu pas chère et fiable de faire ça. C'est un frein dans beaucoup de boîtes, où ils ont beaucoup de documents à numériser, enfin pas à numériser, mais à intégrer dans une base de données desquelles il faut extraire de l'information et qui se fait à la main. Voilà. Donc là, ce que je vous ai présenté, c'était quelques exemples d'applications. Voilà, j'ai encore fait ce qu'il ne fallait pas. C'était sûr. Je repartage mon écran. Excusez-moi. Décidément. Donc, ce que je vous ai présenté, c'était quelques exemples de problématiques qu'on a dans la data science. Alors, bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, mais l'idée, c'était surtout de vous faire un tour d'horizon de ces problématiques-là. En sachant que quand, comme moi, qui suis dans le DataWalk, qui est une structure de conseil, je bosse sur de la data science, je travaille rarement 2 fois sur les mêmes projets. Ça change à chaque fois. Donc, vous serez souvent avec un client différent, sur des problématiques différentes. Alors, attendez, est-ce que là, c'est bon? Je suppose que vous ne voyez pas mon écran, là, non? Ah, comment on fait? Voilà, là, ça devrait être bon. Voilà, donc tout ça pour dire, travailler dans le domaine de la data science et en particulier du conseil, ça donne l'occasion de voir des problématiques très différentes. Alors moi, j'ai pas vu toutes les problématiques que je vous ai dit, mais celles-ci, et plus encore, elles ont toutes été abordées dans le DataWalk. Voilà. Si on met bout à bout toutes nos expériences, celles de tous les consultants qui constituent le DataWalk, on se rend compte en fait que c'est très varié. Les problématiques, les clients, la taille des boîtes, les façons de faire. Voilà, c'est un métier dans lequel on voit énormément de choses, la data science. Je vais reprendre un petit peu le diagramme qu'il y avait au début, qui expliquait fonctionnellement la data science, qu'est-ce que c'était. Et on va le revoir, mais cette fois-ci en termes de compétences. Qu'est-ce que ça suppose comme compétences? Donc, enfin, pas comme compétences, pardon. Qu'est-ce que ça suppose comme prérequis pour faire un projet data science, plutôt? Pas les compétences du data scientist, ça c'est autre chose, mais plutôt, en tant que client, moi, qu'est-ce qu'il me faut si je veux demain démarrer une mission? Et on va reprendre les mêmes bulles et un petit peu le même schéma. Déjà, pour faire de la data science, il faut une infrastructure. Ça peut paraître évident dit comme ça, mais même si aujourd'hui, nos petits ordinateurs de bureau suffisent le plus souvent à faire déjà des petits calculs, dans des situations où on est sur de la donnée client ou de la donnée web avec des grosses volumétries,
il faut une infrastructure solide. Donc il faut des serveurs, il faut des machines, il faut des personnes qui aient les compétences pour les manipuler, etc. Il faut une stratégie. Donc il faut se dire, bon voilà, je vais utiliser telle donnée, de telle façon, pour prédire telle chose. On peut très bien être dans une démarche de recherche, ça se fait souvent. D'ailleurs, la data science et le machine learning, c'est le gros domaine de la recherche depuis une dizaine d'années. Enfin, c'est là où il y a, à mon sens, les choses les plus bluffantes qui se font, c'est dans le deep learning. Mais quand on est dans l'industrie, et d'ailleurs c'est aussi le cas dans la recherche, mais il faut un cap, il faut un objectif. On ne fait pas de la prédiction pour prédire comme ça n'a pas beaucoup de sens. Derrière, il faut que ça réponde à un besoin le mieux défini que possible. C'est pas toujours faisable de bien cadrer, mais c'est important quand on se lance dans la data science. Je parle en tant que boîte qui ferait de la data science, d'avoir une bonne idée de ce qu'on veut faire. Et enfin, vous vous en serez douté, il faut de la donnée parce que si vous n'avez pas de données, vous ne faites pas de data science, tout simplement. Ça, c'est aussi simple que ça. J'ai tout vu enfin, j'ai vu beaucoup de choses dans mon parcours. J'ai pas encore vu de mission de data science sans data. Ça serait une première. Donc ça, c'est voilà, les prérequis qu'il faut pour se dire, bon, je suis équipé pour me lancer dans la data science. Maintenant, en termes de compétences pour le data scientist, ça je vous l'ai dit, il y a du code et des maths. Donc quand je vous parlais de machine learning, d'apprentissage, de choses comme ça, derrière, oui, il y a des notions mathématiques qui ne sont pas forcément inaccessibles. Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent, que la data science serait très dure, que les maths seraient d'un peu haut niveau, etc. Oui, enfin, il y a des maths, mais c'est vraiment pas très dur. Et c'est pas aussi inaccessible que certains le disent ou que certains veulent le faire croire. Donc si vous, un jour, vous pensez que c'est un métier dont vous voulez vous rapprocher, voilà, ne laissez pas ces a priori et ces préjugés vous empêcher de le faire. Même si oui, il faut des compétences en maths, c'est pas du tout quelque chose d'inaccessible. Voilà, enlevez-vous ça de la tête. Donc voilà, il faut avoir un certain niveau en maths, mais c'est pas un niveau inaccessible. Et il y a aussi des compétences en code, en informatique, en développement, parce que tout ce que vous faites en data science, si demain j'ai envie de faire un modèle pour tester une hypothèse, etc., je vais le faire en codant, je vais pas le faire avec un crayon et une feuille. Maintenant, comme vous avez pu le voir, puisqu'on est amené à bosser sur des domaines et des problématiques très variées, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas beaucoup insisté, mais je vous le dis, en data science, quand on a une bonne connaissance de la donnée qu'on étudie, du domaine sur lequel on est beaucoup plus à l'aise et on avance beaucoup mieux. C'est pas envisageable de faire un projet de data science, de prédiction ou quoi que ce soit, si on comprend rien à la donnée qu'on a. C'est pas possible. Donc le fait d'avoir une connaissance spécifique sur le métier dans lequel on bosse, donc banque, finance, assurance ou vente en ligne ou que sais-je, ça aide beaucoup. Voilà. Et là, donc, il y a écrit complémentarité des expertises. C'est un petit peu ce qu'on essaye de dire. Et dernièrement, quand on est data scientist, il faut une culture du produit, une culture de la livraison. Voilà. Pourquoi je dis ça à l'époque où moi j'étais à la fac, et je pense que la situation n'a pas énormément évolué, ça a dû évoluer, mais pas tant que ça. Pareil que moi, il y avait un intervenant qui était venu et qui nous avait parlé de data science, et il avait dit quelque chose qui avait un petit peu démoralisé tout le monde, surtout que nous, c'était un cursus pur data science, quoi. Il avait dit, mais vous savez, dans l'industrie, on estime que 90% des projets de data science ne vont pas à leur terme. Donc si vous reprenez le schéma que je vous ai montré au début, là, en 5 étapes, 90%, ce qu'il nous dit, c'est que 90% des projets ne vont pas jusqu'à la dernière étape d'inférence, de prédiction, donc d'un modèle déployé, mis en production, qui est utilisé. Donc nous, ça nous a un petit peu terrorisé, parce que voilà, c'était un peu... Et même si la situation a évolué, et même si je pense que le chiffre était exagéré, c'est pas entièrement faux de dire que sur 10 projets de data commencés, il n'y en a pas 10 qui vont à terme. Et sur les étapes que je vous ai montrées, à plein de moments, il peut y avoir des problèmes. Sur la donnée, sur l'objectif, sur le fait que ce soit simplement pas possible parfois de faire la prédiction. Il y a des choses qu'on ne peut pas prédire, tout simplement. Sur la façon dont ça va être mis en place. Enfin bref, il y a de nombreux écueils dans un projet data qui font que
il n'arrive pas toujours à son terme. Alors, je ne pense pas que ce soit 90%, surtout aujourd'hui, mais c'est vrai que ça reste important. C'est pour ça qu'en tant que data scientist, pour pas s'enfermer là-dedans, il faut avoir méthodologiquement l'ambition de livrer un produit qui marche. On n'est pas des chercheurs, même si on fait des choses qui peuvent s'apparenter à de la recherche, on n'est pas des chercheurs. On reste des ingénieurs et donc on doit trouver des solutions à des problèmes. Et c'est autre chose que de la recherche. Donc il faut connaître certains outils, certaines technologies, certaines méthodologies pour travailler. Et tout ça, ça aide, in fine, à faire ce qu'on veut, donc déployer et industrialiser. Parce que c'est bien beau d'avoir un modèle qui prédit si vos clients vont quitter votre service ou pas, mais si vous l'avez pas partagé, si ce modèle-là n'est pas déployé et mis en production, donc utilisable à large échelle dans votre boîte, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Enfin, c'est pas inutile, hein, mais vous n'êtes pas allé tout à fait au bout du travail. Pour vous parler plus spécifiquement de Link Value et du Data Walk, on a plusieurs offres en data science, bien sûr, et on a beaucoup réfléchi sur finalement quelle forme la data science prend chez nos clients. Pour vous en parler un petit peu, moi j'ai travaillé avec beaucoup de clients différents et ils n'ont jamais les mêmes besoins, ils sont pas dans le même domaine et tout. Par contre, il y a toujours une constante, c'est que avant de livrer un produit fini qui prédit X ou Y chose, il y a des étapes avant. Il y a des ateliers pour définir le besoin avec le client. Et ça, c'est une étape importante et pas du tout triviale. Il y a ce qu'on appelle des POC, des Proof of Concept. Donc là, c'est quand vous faites un modèle, un petit modèle joué sur la donnée pour montrer au client que, ouais, on arrive à faire la prédiction. C'est pas déployé, c'est pas utilisé en live, mais en tout cas, les gens savent que la prédiction peut se faire. Et la dernière étape, c'est mettre en production. Donc c'est industrialiser le modèle qu'on a créé. Ce que vous voyez en bas, formation, éveil, workshop, etc., c'est les différentes offres qu'on propose. Donc on peut faire du conseil chez un client, donc être chez un client et l'aider à travailler sur son POC ou son produit, mais on peut aussi faire de l'audit. C'est un client qui dit, je me suis engagé dans un projet, j'aimerais avoir un avis extérieur pour voir ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, etc. On peut faire aussi de la formation, on peut faire des ateliers pour aider un client à faire émerger, partant d'un besoin, une ébauche de solution, ou même pour faire émerger un besoin parfois. Ça, c'est la façon qu'on a dans le DataWalk de découper notre offre. Un mot rapide maintenant, et ces slides-là, je vais passer assez rapidement dessus parce que je ne suis pas data ingénieur, sur d'autres métiers, donc la data ingé. Ce schéma-là, ce qu'il représente, c'est le fait que la data ingénierie, son but, j'avais employé le terme de logistique tout à l'heure, c'est de passer d'une donnée brute, une donnée qu'on vient de capturer, voilà, à une donnée qui peut être exploitable par les analystes et les data scientists. Ça, c'est le rôle de la data ingé. Il y a plusieurs outils qui permettent de faire ça, d'infrastructures. Alors, je vais donner quelques noms, hein, mais vous n'avez pas à tous les retenir par cœur, hein, c'est pas le but, mais juste pour que vous fassiez une idée. Il y a plusieurs sources de données. Il me semble que vous avez eu un intervenant qui parlait de IoT, donc Internet of Objects, ça peut venir de là. Ça peut être de la donnée du web, ça peut être ce que vous voulez. Le data ingé, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il extrait cette donnée et il la transforme sous une forme qui est structurée et exploitable. Ça, c'est le métier du data ingé. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a des subtilités entre ETL, extract, transform, load, ou extract, load, transform qui m'échappe parfois un peu. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que voilà, c'est que la data ingénierie, si vous devez associer un mot, c'est logistique. Logistique de la donnée, traitement de la donnée. Alors vous avez plusieurs outils qui vous permettent de faire ça, comme pour tout, et la plupart de ces outils-là, sinon la totalité, sont sur le cloud. Donc c'est pas des choses que vous installez sur votre machine, c'est des choses qui sont sur Internet et que vous pilotez depuis chez vous. Je passe rapidement sur ces slides. Hein. Alors. Voilà, donc là, ce que ça présente, c'est
une technologie un peu centrale aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la distribution, les bases de données distribuées. Traditionnellement, on avait une grosse base de données dans laquelle on mettait toute notre information. Ben aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que cette donnée-là, elle est répliquée dans plein de petites bases de données différentes. Ça a plusieurs bénéfices. Ben déjà, les temps de traitement sont plus petits. Et ensuite, quand la donnée elle est répliquée, ben ça rend le système plus robuste aux pannes ou à la suppression ou au changement de certaines données. Un grand travail aussi de la data ingé, c'est le nettoyage de données. Je vous disais tout à l'heure que les ordinateurs n'étaient pas très intelligents. Ben, je vais encore vous l'illustrer. Quelqu'un qui habite Boulevard Voltaire et quelqu'un qui habite BVD Voltaire, ben pour une machine, ça n'a rien à voir. Hein. C'est aussi différent que s'il vivait complètement ailleurs. Ça, c'est une problématique de data cleaning. C'est une problématique très importante, vous vous en doutez, parce que ça peut créer deux clients là où en réalité vous en avez qu'un, etc. C'est aussi l'un des rôles de la data ingénierie, bah, d'identifier ces petits soucis et de les corriger. Voilà. Donc, en data ingé, en termes de compétences et de domaine d'expertise, on n'est pas tout à fait sur les mêmes choses que la data science. Pour vous dire, un data ingé, si je devais employer des diagrammes, c'est quelqu'un qui a bien sûr plus de compétences en tech, en software engineering qu'un data scientist, mais qui quand même, puisqu'il bosse sur de la donnée, a cette vision très orientée donnée d'un produit ou d'un projet. Voilà. C'est comme ça que le diagramme le représente. Ce diagramme-là, il a été fait par un data ingé, donc je pense qu'il est assez précis. Je vous avais montré un espèce de cycle tout à l'heure de ce qu'on faisait autour de la donnée, donc comprendre la donnée, trouver une définition un peu métier à cette donnée-là, préparer, modéliser, évaluer le modèle, déployer, donc c'était le cycle que je vous ai montré au tout début. Là, je vous le représente un peu différemment, et sur chaque case, ce que je vous montre, c'est l'implication des trois grands métiers. Donc l'analyse de données, la data science et la data ingé. Alors attention, là, les couleurs, elles indiquent un rôle, elles n'indiquent pas forcément une personne. On peut tout à fait imaginer qu'une seule personne fasse tout ça, si elle a plein de compétences. On peut tout à fait imaginer que la partie data science et data ingé soit assumée par une même personne, et qu'il y a un data analyst séparé. On peut tout à fait imaginer encore un autre scénario, que le data analyst et le data scientist soient la même personne et qui bossent avec un data ingé. Ce que vous observez, c'est que le data ingé, il va intervenir au début et à la fin. Donc, comprendre et acquérir la donnée, parce que, bah voilà, hein, je vous l'ai montré, hein, la data ingé, c'est toute cette logistique-là de la donnée, son nettoyage, sa mise à disposition. Et une fois que le modèle est fini, une fois qu'on veut s'en servir de façon industrielle, le déployer. Parce que ça, il faut que vous le gardiez bien en tête, en data science, les modèles qu'on fait qui prédisent, il faut un moment les faire passer à l'échelle, donc les utiliser en live. Et là aussi, le data ingé intervient. Le data analyst, lui, il intervient un peu plus avant. Il intervient sur la compréhension du besoin métier, sur la compréhension de la donnée, bien sûr, mais aussi tout à la fin. Une fois que votre modèle est déployé, c'est intéressant en live de voir comment est-ce qu'il se comporte. Les résultats de votre modèle en live, bah, ce n'est pas forcément les mêmes résultats que vous avez eu quand vous faisiez vos expériences, donc c'est pour ça qu'un data analyst peut intervenir là. Le data scientist, lui, bon, bah, comme il est sur une position un peu plus, on va dire, polyvalente, ça se voit dans le schéma, il va intervenir à tous les moments du projet, donc du début à la fin, il y a même des moments qui lui sont entièrement privilégiés, modéliser, ça c'est son métier, et l'évaluation. Si j'ajouterais un petit truc à ce schéma, c'est que sur la partie évaluation, il peut y avoir un data analyst, que je m'explique. Le modèle de churn que je vous ai présenté, par exemple, hein, donc il vous dit si un client va quitter ou pas votre service, au moment où je l'évalue, je ne peux pas juste l'évaluer avec un chiffre et dire ah bah dans tant de pourcents des cas, il marche ou il ne marche pas. C'est pas suffisant. Parce que bah, il ne se trompe pas toujours de la même façon, et vous pouvez facilement vous convaincre qu'il y a des erreurs qui sont moins graves que d'autres. Donc dire qu'un client va partir alors qu'il ne part pas, c'est peut-être pas très grave, mais par contre, manquer de repérer un client qui va partir, ça peut avoir des conséquences plus embêtantes. Et donc cette compréhension-là, qui fait intervenir beaucoup de connaissances métiers, dans un sens, on peut dire qu'un data analyst peut aussi avoir cette casquette-là. Donc moi, si je devais faire un changement à ce schéma-là, ça veut dire que dans la petite bulle évaluation du modèle,
le data analyst peut aussi intervenir. Alors, je vais sauter cette slide peut-être. Je vous prie de m'excuser. Ouais, non. En fait, j'ai le temps de la faire, pardon. Je croyais qu'il y en avait plus. Ça, c'est le dernier schéma des slides sur la data ingé. Et en fait, ce qui montre, c'est qu'au sein d'une équipe de travail, donc un business, le business, c'est celui qui a le besoin métier, et tous les autres membres de l'équipe, product owner, scrum master, expert des données, etc. Toutes ces personnes qui se rassemblent pour répondre à un besoin avec de la data science, reprenez l'exemple du churn, partant de la donnée, le data ingé et le data scientist, même s'ils n'interviennent pas sur les mêmes secteurs, même s'ils n'interviennent pas au même moment ou de la même façon, ils œuvrent tous à la même chose. Donc, c'est avoir un use case, l'une des problématiques que je vous ai donné un exemple, en production. Donc, utiliser. J'insiste beaucoup sur cette différence-là, entre faire quelque chose dans son coin de façon un peu théorique, et de faire quelque chose qui marche en production. Comme je sais qu'il y a un délai entre le live et le chat, préparez tout de suite vos questions pour la fin, parce que j'arrive bientôt à la fin. Donc les deux œuvrent à la même chose. Et j'insiste beaucoup sur cette différence-là. Il y a une grande différence entre, comme je disais, faire de l'expérience et un truc un petit peu recherche où on peut prouver que, ah oui, on peut prédire ça, et avoir ça qui marche en live. Et je pense que c'est entre ces deux étapes-là que beaucoup de modèles, que beaucoup de projets de data science rencontrent des difficultés. C'est de se dire, ah bah oui, forcément, dans mon environnement un petit peu de recherche, etc., moi je suis tout à fait capable de faire telle et telle prédiction. Bah, c'est passer de ça à quelque chose qui marche en live, à quelque chose qui marche, qui est industrialisé, qui est très dur. Voilà. Donc ça, voilà, c'est quelque chose que je tenais sur lequel je tenais à insister. La présentation touche à sa fin. J'espère que j'ai pas été trop long ou trop court, je sais pas. Ça va être maintenant le moment des questions, donc n'hésitez pas à poser autant de questions que vous le voulez. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions bêtes, bien sûr. Posez-les dans le chat, j'y répondrai. Merci en tout cas à tous et à toutes pour votre attention. Merci d'avoir été là. J'espère du coup que la présentation vous a plu. Avant de passer à la réponse des questions, s'il y en a, j'essaie de gagner du temps parce que je sais qu'il y a un délai entre le live et le chat. N'hésitez pas à aller visiter bien sûr nos pages sur LinkedIn et sur Twitter. Si vous aimez lire dans les transports ou pas, d'ailleurs, même chez vous, abonnez-vous à notre compte Twitter parce qu'on partage assez régulièrement des petits articles faciles à lire et variés. Donc ça peut être sur des problématiques de data science très techniques, ça peut être sur des problématiques plus stratégiques, ça peut être sur de la recherche, etc. Donc si vous voulez mettre un pied dans la data science avec des petites lectures comme ça sur Internet, faites un tour sur notre Twitter, donc DataWalk sur Twitter.